Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Johanna, fondatrice de Look Vintage. Avant de commencer ce podcast, je remercie Anne qui a contribué à sa production. Donc, je te remercie Anne pour cette contribution sur Tipeee et merci de nous aider à faire avancer le podcast Business de Meuf. Donc, on va commencer. Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu as fondé l'entreprise Look Vintage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que c'est que Look Vintage ? Bien sûr. Merci de m'avoir invitée déjà. Avec grand plaisir. Alors du coup, moi j'ai créé Look Vintage il y a 9 ans maintenant, bientôt 10. Et c'est une friperie du coup qui se situe à Lyon en boutique, mais aussi sur Internet. Ok, donc c'est une friperie en ligne où tu proposes des articles. Alors il y a des vêtements, des accessoires, des chaussures et c'est pour hommes et femmes. Qu'est-ce que tu faisais avant de lancer Look Vintage ? Alors quand j'ai lancé Look Vintage, j'étais en 2e année de licence en art du spectacle. D'accord. Et du coup j'ai terminé cette licence et dès que ça s'est fini, j'ai fait Look Vintage à temps plein parce que ça marchait déjà un petit peu. Du coup je me suis lancée à temps plein dedans. D'accord. Du coup, tu as commencé Look Vintage alors que tu étais encore étudiante ? Ouais, exactement. Et tu as monté ta boîte tout de suite ou Alors en fait, au début, j'ai pris un statut auto-entrepreneur. D'accord. On était 2 copines à lancer ça à la base. Et du coup, on lançait ça, mais c'était pas du tout pour en faire une boîte. Enfin, on pensait jamais qu'on en vivrait. Hein. Et du coup, c'était un petit truc à côté de nos études parce qu'on adorait chiner. Moi, je faisais beaucoup de photos. Donc du coup, ça me permettait. Et donc, on l'a lancé que sur Internet à la base. Et voilà. Donc, vous aviez déjà un site e-commerce ? Alors, à l'époque, on a commencé avec un blog. C'était un peu l'époque des blogs mode, etc. Donc, du coup, nous, on n'y connaissait rien du tout. Donc, on a fait un blog et le principe à la base, c'était de présenter les fringues dans des looks. D'accord. On faisait que des looks entiers et les gens pouvaient acheter soit toute la tenue, soit le chapeau, le haut, le pantalon. Pendant 6 mois, on a fait ça toutes les deux. 6-8 mois, on a fait ça toutes les deux avec ce blog. Et en fait, au bout de 6-8 mois, mon amie avec qui j'avais créé Look Vintage, elle s'est consacrée à ses études, donc elle m'a laissé le projet. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, si je fais ça toute seule, avec le format blog, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de paiement en ligne. Il fallait que les gens nous envoient un mail, après qu'ils réservent l'article, qu'ils nous envoient un chèque. Enfin, c'était un peu complexe au niveau logistique. À ce moment-là, quand elle est partie, j'ai fait un vrai shop en ligne avec une plateforme d'e-commerce qui s'appelle Shopify. Oui. Et qui est déjà toute faite. Donc j'ai Shopify déjà en 2009 ? Le projet, je l'ai créé en 2011. D'accord. Donc il y a 9 ans. D'accord. Mais c'était en 2011 et du coup la plateforme Shopify, ça a dû arriver en 2012. D'accord. Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça. D'accord. Très bien. Pas tant que ça. Donc du coup, avec le blog, c'était assez compliqué les gens devaient vous envoyer un mail et ensuite vous envoyer les articles aux personnes. Ouais. Donc niveau logistique, c'était pas du tout pratique. C'était pas très pratique, non. Ok. Donc après, t'es passé d'un blog à un vrai e-shop. D'accord. Et t'as abandonné la partie blog complètement ou... Oui, je l'ai abandonné. À ce moment-là, ça s'est arrêté le blog. Je l'ai laissé courir, mais je l'alimentais plus. D'accord. Et du coup, ça t'a pas fait peur de prendre le projet, de reprendre la relève du projet seul, en fait, par rapport à... Non, parce qu'en fait, ça me plaisait énormément. Ouais. Je sentais qu'il y avait une demande aussi. Et du coup, non, ça s'est fait naturellement. Alors bien sûr, je me disais pas, je vais faire ça toute seule, je vais gagner ma vie, ça va être génial. Je me disais que j'allais essayer et que peut-être ça allait pas marcher, mais ça m'a pas fait peur, non. D'accord. Et le fait je sais pas si tu as eu des stages ou une expérience professionnelle en tant que salarié avant de commencer? Pas du tout. D'accord. Ma seule expérience professionnelle avant de faire ça, c'était passer mon BAFA et faire une saison en tant qu'animatrice l'été, quoi. C'est tout ce que j'ai connu comme expérience salariale. Donc du coup, en quelques mots, t'as fini ta licence, tu t'es lancée du coup dans l'aventure et t'as pas eu peur, t'étais plutôt sereine. Tu t'es dit je teste, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Hein. Ça a pas forcément d'incidence. Au fur et à mesure, ça a donné quoi en fait, Look Vintage? Alors la première année du coup après ma licence, donc là il y avait toujours que le projet en ligne, il y avait pas du tout la boutique à ce moment-là. J'ai un peu galéré la première année parce que forcément il fallait faire connaître le site, etc. Donc j'arrivais à me payer assez misérablement, mais bon ça allait quand même, quoi. J'arrivais, finalement entre mon train de vie d'étudiante et mon train de vie de jeune active avec ce projet, j'avais pas trop de différence. Voilà, j'avais pas gagné en confort de vie, mais c'était quand même assez prometteur. Et en fait, j'ai développé le projet petit à petit, donc d'année en année, c'était un peu mieux. Et
La boutique, je l'ai ouverte en 2017. D'accord, donc ça t'a pris quand même 6 ans. J'ai fait longtemps en fait qu'avec le projet en ligne, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, la boutique elle a 3 ans. Donc pendant 6 ans, j'ai fait que sur Internet. Et au bout de 6 ans, en fait, j'avais beaucoup de clientes à Lyon qui achetaient sur mon site et on faisait des remises en main propre où elles venaient en bas de mon bureau et je leur donnais les vêtements. Et en fait, je voyais bien qu'elles avaient qu'une envie, c'était de monter dans mon bureau pour voir tout le stock. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être je pourrais faire des petites ventes de temps en temps. Et puis en fait, en cherchant un lieu, je me suis dit, non, mais autant y aller à fond et essayer de prendre une boutique et voir ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'était il y a 3 ans, la boutique. Et voilà, le projet s'est développé comme ça petit à petit. Donc ensuite, je me suis beaucoup concentrée sur la boutique pour la faire connaître au début, etc. Donc là, j'avais encore du mal à maintenir le site, à faire les deux en même temps. En fait, ça me demandait énormément de boulot de faire les deux en même temps. Donc en fait, la boutique, elle était ouverte que l'après-midi et je faisais des photos pour le site le matin. Et après, j'ouvrais la boutique et je la tenais jusqu'à 19h. Donc c'était un peu épuisant. Et en fait, il y a 1 an, j'ai pris la grosse décision d'embaucher. D'accord. Et meilleure décision de ma vie. Du coup, j'ai embauché une personne pour gérer la boutique, qui s'appelle Emilia. Et j'ai embauché l'amie avec qui j'avais créé le projet il y a 9 ans, Noémie, qui revient dans l'aventure et qui gère du coup la partie e-shop. Donc c'est trop bien. Et là, du coup, depuis 1 an, ça a vraiment pu bien se développer parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant tout toute seule, oui, je faisais pas les choses bien, je faisais j'essayais de faire au mieux évidemment, mais je pouvais pas à la fois mettre plein d'articles en ligne, envoyer les colis dans des délais raisonnables, etc. Et en même temps tenir la boutique, conseiller les clients, remplir les rayons. Enfin, c'est trop de boulot. Au début, quand il y a peu de clients, ça va encore, mais en fait, avec le temps, ça devenait impossible à gérer. Du coup, je me suis vraiment dit, ce projet, il a du potentiel. Il faut que aussi que je prenne un pari et que j'investisse de l'énergie des gens, etc., pour que ce soit bien fait et pour que la boutique, elle soit au maximum de son potentiel, que les clients aient un bon accueil, qu'il y ait toujours des nouvelles choses en rayon et tout. Et pareil pour le site, qui ait plus d'articles en ligne, qui ait un vrai catalogue, parce qu'en fait, le problème que j'avais, c'est que je mettais, 5 articles en ligne tous les 2-3 jours, donc c'est quand même pas énorme. Ça prenait déjà énormément de temps. Et en fait, il y avait quand même une forte demande. Donc, en fait, les clients les achetaient tout de suite. Et mon catalogue était jamais fourni, en fait. Quand on allait dans les pulls, il y avait 4 pulls qui se battaient en duel. Et c'était... Mais encore aujourd'hui, on a le souci. Hein. Mais du coup, c'était dur d'essayer de fournir un catalogue assez fourni. Voilà. La problématique du catalogue fourni. Voilà. D'accord. Donc... tu as décidé d'embaucher que très tard, finalement. Oui, ça m'a pris 8 ans. Parce que tu étais à bout physiquement et que tu sentais que tu n'allais pas au bout des choses. Ouais, je sentais que j'étais arrivée au bout de ce que tu pouvais faire, assumer seule. Exactement. Tu t'es fait accompagner, justement, pour... Je me suis jamais fait accompagner. D'accord. Sauf là, tout récemment, parce que maintenant... avec des salariés. Maintenant, je considère que je suis une vraie entreprise. Parce qu'en fait, comme ce projet, il a commencé... entre copines de façon un peu juste pour rigoler, voilà, c'est ça. Ouais. Et ensuite toute seule, mais c'était un test. Et puis après, tu vois, au début toute seule, c'était de chez moi que je travaillais. Après, j'ai pris un bureau, mais c'était un petit bureau, personne ne venait dedans. Et du coup, en fait, j'ai mis vachement de temps à me rendre compte que j'avais monté une vraie entreprise. J'ai mis du temps d'ailleurs. Du coup, j'ai été auto-entrepreneur pendant longtemps. Le statut de vraie entreprise, entre guillemets, je l'ai pris quand j'ai ouvert la boutique, donc il y a seulement 3 ans. Et en fait, c'est vrai que je me suis pendant longtemps dit que c'était un petit projet comme ça, que ça me faisait vivre, mais voilà, j'aurais jamais imaginé que comme je pourrais payer... Comme une espèce de déni, finalement. Ouais, finalement, je pense que j'ai mis du temps à... Ouais, mais je pense que ça, beaucoup de gens l'ont, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire ça comme ça, un peu par hasard, parce que j'ai eu de la chance, alors qu'en fait, non, j'ai cravaché pendant des années pour en arriver là. Et ouais, je pense que ça aurait pu aller plus vite, mais je ne regrette pas du tout. Hein. C'était très bien aussi de faire mon petit truc dans mon coin. Oui, ça t'a permis de tester des choses, de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. D'avoir une liberté pas. aussi qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément avec des salariés, etc. Et peut-être avoir un peu moins de pression. Oui. Oui, j'étais toute seule. Donc, s'il y avait un mois où ça marchait moins bien, tant pis, je me payais un peu moins. Mais voilà, aujourd'hui, ça peut plus se passer une fois que tu as des salariés et que tu as un peu cadré les choses. Il faut qu'à la fin du mois, on puisse payer tout le monde, toutes les charges, etc. Donc, ça met une pression qui est plus importante, mais en même temps, ça m'a enlevé une énorme pression au niveau du boulot et ça m'a apporté un meilleur confort de vie, oui, c'est sûr, quoi. Parce que j'ai travaillé pendant des années sans prendre de week-end, enfin voilà, j'étais à fond là-dedans et
d'avoir des salariés, ça m'a permis de cadrer un peu les choses et de me dire, bah voilà, eux, ils travaillent de telle heure à telle heure, ils ont des week-ends, et moi aussi, je vais pouvoir te me reposer. mettre un rythme aussi. Et est-ce que ça t'a apporté un peu plus de confort sur la vision que tu avais pour ton entreprise, peut-être anticiper plus sur les prochaines années, parce que en ayant des salariés, du coup, ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour toi pour réfléchir, Ouais, complètement. d'avoir Enfin, je pense que ça permet aussi de sortir la tête du guidon Ouais, exactement. et de pouvoir aussi se projeter, réfléchir, prendre le temps de la réflexion et Exactement. de pas... En fait, tu vois, je vois une énorme évolution depuis 1 an Mhm. que du coup, je suis plus toute seule et que j'ai mon équipe avec moi. Bah déjà, je me sens moins seule. Oui. Enfin voilà, ça c'est un énorme confort parce que tu sais que t'es plus toute seule avec tes soucis à te lever le matin, quoi. Il y a des gens qui se lèvent aussi, qui travaillent sur le même projet, les mêmes valeurs et tout. Ça c'est génial. Ouais, je me sens beaucoup plus forte en fait qu'avant. D'accord. Le projet, je le sens beaucoup plus solide aussi. Tu vois, je dis toujours projet. Oui. Je dis rarement ma boîte, je dis souvent le projet Look Vintage, alors que c'est plus un projet depuis longtemps. Enfin, Ouais. tu vois, il y a toujours ce truc. J'ai eu quelqu'un juste avant toi qui a monté un espèce de coworking et qui disait que c'était un projet, alors qu'elle a un espèce de coworking physique alors que c'était déjà qui créé. fonctionne et elle est encore au stade de Ouais, c'est projet. marrant, hein. Je pense que c'est... je sais pas, peut-être que c'est un problème au niveau d'assumer les choses. Ouais, je sais pas. Après, moi, je pense que j'appelle ça le projet aussi parce que pour moi, C'est c'est pas juste une entreprise. Enfin, déjà, ça évolue tout le temps, Mhm. mais c'est pas juste une entreprise, c'est aussi un. Pour moi, c'est pas Look Vintage, c'est pas juste une entreprise qui fait de l'argent en fait. C'est un projet global avec plusieurs personnes qui nous permettent de proposer à des gens une alternative pour s'habiller plus éthique, etc. Et du coup, ouais, je vois un peu cette boîte comme effectivement une espèce de projet global qui, je sais pas, qui va rendre un peu le monde meilleur en D'accord. quelque sorte. Enfin voilà, que des gens peuvent nous rejoindre, échanger leur façon de consommer, etc. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'appelle souvent ça le projet. Par rapport aux salariés, ça m'a apporté un confort du coup, parce que bah, forcément je suis plus toute seule. Mais aussi j'ai le temps, comme tu disais, avant je passais mes journées à faire des tâches assez répétitives et du coup je n'avais pas de recul sur le projet. Et c'est vrai qu'on voit une énorme évolution depuis 1 an que j'ai mes salariés. La boîte a beaucoup évolué, beaucoup plus finalement que tu vois, que les années précédentes où j'évoluais vraiment petit à petit, quoi. Ouais, d'accord. Tu posais les... Ouais, aujourd'hui c'est plus facile. Si j'ai une idée, bah, vu que je suis plus toute seule, on peut la mettre en place hyper vite, la tester, etc. Et ouais, c'est beaucoup plus sécurisant, ouais. Oui, Et d'accord. agréable aussi parce que du coup ça change de mois en mois et il y a une énergie qui est plus dynamique, quoi. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps de trouver... de trouver ton personnel? Non, parce qu'au final, c'était une des anciennes fondatrices qui est devenue salariée. Oui. Et de trouver l'autre personne qui est avec toi, est-ce que ça t'a pris du temps de la recruter ou ça s'est fait... Non, pas du tout. En fait, Emilia, du coup, qui gère la boutique, c'était une de mes clientes qui venait souvent s'habiller à la boutique. Et j'avais mis une petite annonce un jour parce que je cherchais des modèles photos sur Lyon. Elle avait répondu et du coup, je l'avais prise en photo. Et en fait, on s'était déjà vus plusieurs fois. On faisait des photos ensemble et il y avait un feeling qui passait. Ouais. Et puis au moment où je commençais à me dire que j'allais chercher quelqu'un, elle cherchait aussi à à quitter sa boîte. Et du coup, bah, ça s'est fait très naturellement. Ouais. Et elle était uniquement sur la gestion de la boutique ou sur d'autres choses Elle, son truc, c'est vraiment tenir la boutique, accueillir les clients, remplir les rayons. On fait aussi quelques petits événements quand on peut, parce que du coup, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Elle gère aussi, du coup, préparer les événements, etc., quoi. Donc, il y a 1 an, j'ai embauché Emilia et Noémie. Et là, au mois de septembre, j'ai embauché une nouvelle personne, Benjamin, qui travaille avec Noémie sur l'e-shop. Et là, je viens d'embaucher aussi à mi-temps Camille pour aider Emilia sur la boutique parce que il y a du monde et des fois, toute seule, c'est un peu compliqué. Ouais, exactement. Ça t'a semblé facile de déléguer? Non. Non. Parce que finalement, c'est comme tu es restée très longtemps seule, tu as eu tes habitudes... le fait de toujours tout décider, de tout gérer, je pense que la passation n'a pas été... Oui, déléguer, c'est toujours compliqué, mais en fait, je pense que c'était plus facile de déléguer parce que j'étais arrivée au bout et que je savais que là, si je voulais développer la boîte, j'étais obligée de passer par là. D'accord. Donc en fait, le fait d'y être obligée m'a facilité quand même la tâche. Donc c'est jamais facile, hein, mais ça va quand même. Même si c'était dur dans ma tête, finalement, on a quand même réussi à passer ce cap-là. Et après, on a toujours des pensées limitantes. En fait, on se dit toujours, non, mais ça, par exemple, bah voilà,
exemple très concret, aller poser les sous à la banque. Donc en fait, Emilia, elle tenait la caisse, etc. Et puis quand il y avait beaucoup de billets qui s'accumulaient, il fallait que moi je vienne, que je remplisse l'enveloppe et que j'aille le poser à la banque. Et en fait, ça fait 1 an qu'on fait comme ça. Et là, récemment, elle m'a dit, mais pourquoi moi je pourrais pas y aller? Et en fait, moi, dans ma tête, c'était genre évident que c'était moi qui devais y aller. J'étais obligée d'y aller. Alors qu'en fait, il a suffi de lui commander une carte bancaire de la boîte et qu'elle puisse le faire. Et là, elle le fait depuis quelques semaines. Mais ça me change la vie. À chaque fois, je me dis, oh là, mais oui, enfin, j'étais persuadée dans ma tête, on se met des fois des blocages tout seul. Hein. J'étais persuadée que j'étais la seule à pouvoir m'occuper de ça, quoi. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est le fait de pouvoir établir toutes les tâches, de savoir qui s'occupe de quoi. Oui, ça doit prendre un certain temps aussi, afin de savoir comment tu organises, comment tu gères, comment tu définis les tâches de chacun. Ouais. Vu que ça fait qu'1 an aussi, je pense que ça prend un certain temps avant que tu... En fait, moi, j'avais sous-estimé, quand j'ai embauché du coup mes premières salariés, j'avais sous-estimé le temps passé à manager une équipe, enfin, tu vois, à organiser effectivement les tâches, à planifier des choses, à voir si tout le monde se sent bien, à voir comment on a avancé sur telle ou telle tâche. Moi, je me disais, bon, voilà, je vais avoir plus de temps, je vais pouvoir aider un peu à la boutique, je vais pouvoir aider un peu pour le site, je vais pouvoir passer plus de temps à chiner, faire la com, etc., faire les choses mieux. Mais j'avais pas estimé tout le temps que ça prend aussi d'avoir des salariés au niveau administratif déjà, mais aussi effectivement au niveau planning, etc., quoi. Ouais. Et là, du coup, maintenant qu'ils sont 4, qu'on est 5, ça fait une sacrée organisation. Enfin, là, on va se faire un agenda partagé pour mettre un peu toutes les tâches et que tout le monde s'y retrouve, quoi. Vive la technologie, en fait. Oui, complètement. Complètement. Oui, je pense que ça a dû te prendre du temps aussi de te rendre compte des choses, de ce que tu pouvais ou pas faire. Oui. On est encore en adaptation. Est-ce que tu n'avais pas eu, avant de commencer, est-ce que tu avais fait des études de stylisme, de modélisme ou de design? Tu n'as fait que de l'art. Et en fait, quand tu as débuté à l'âge de 20 ans, est-ce qu'on t'a pris au sérieux? Alors non, effectivement, je me souviens très bien. Alors déjà, il y a 9 ans, la friperie, c'était... T'avais 20 ans, c'est ça? J'avais 20 ans. Et en plus, à ce moment-là, les fringues de seconde main, c'était pas comme aujourd'hui où c'est une évidence. Maintenant, il y a un peu la tendance, il y a un peu le déclic écologique aussi que les gens ont pour s'habiller, etc. À l'époque, moi, quand j'ai dit à mes potes que j'allais faire ça, on me regardait avec des gros yeux en me disant « Attends, tu vas prendre des fringues d'occasion qui ont déjà été portées, tu vas les mettre sur Internet et il y a des gens qui vont les acheter ?» Et il y avait plein de gens qui trouvaient ça farfelu, un peu bizarre comme idée, quoi. Pourtant, il y avait déjà eBay, par exemple, ce genre de choses, mais... c'était assez restreint. Il y avait à Paris, par exemple, des friperies, mais très peu dans les autres villes, en fait. Il fallait monter à Paris et aller dans des gros trucs, Kilo Shop, etc., quoi. Donc déjà, mon entourage trouvait ça un petit peu bizarre. Et en plus, j'ai eu quand même pas des soucis, mais avec les fournisseurs particulièrement. Quand je commençais à me dire, ce serait bien que je trouve des fournisseurs professionnels et pas juste aller faire les vides-greniers, etc. D'accord. Ça te prenait beaucoup de temps aussi, je pense. Oui, ça prend énormément de temps. Et quand je commençais à me dire, je vais aller voir des fournisseurs professionnels dans le vintage, j'étais une petite minette de 20 ans. Je me rappelle, on était 2 du coup à ce moment-là avec Noémie. Elle était encore dans le projet au début. Et on est arrivés, on n'y connaissait rien au niveau des prix, on n'y connaissait rien au niveau même des styles de vêtements, parce que eux, c'est des grossistes énormes, donc ils te disent qu'est-ce que tu veux? Moi, je te livre 1 tonne de robes à fleurs si tu veux, quoi. Et nous, on était là, non, mais 1 tonne, on peut pas stocker, quoi. Et c'est vrai que c'est dur de... Maintenant, ça va mieux parce que c'est sûr, je m'y connais un peu plus. Ça fait 10 ans, presque 10 ans. Et quand les gens ils vont voir mon site, mon projet, ils voient que c'est propre et tout. Mais à l'époque, c'était un petit blog. J'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui ont... Du coup, au niveau du financement de ton projet, c'était uniquement... tu payais tes articles de fripe toi-même et tu les revendais... Exactement. Ok. On a commencé vraiment avec un tout petit budget. On a mis chacune quelques centaines d'euros sur la table et on a acheté, on a revendu, on a acheté, on a revendu. Ça s'est vraiment construit comme ça. J'ai pas du tout fait appel à... Même pour la boutique, non? Pour la boutique, mes parents m'ont prêté des sous quand même parce que du coup, ça coûte toujours cher de faire quelques travaux. Voilà. Le bail, les frais d'agence, l'agent immobilier. Il fallait avancer les premiers mois de loyer. Et les quelques travaux, aménagements, etc., quoi.
Donc là, mes parents m'ont prêté un peu d'argent. Ouais. D'accord, t'as jamais fait appel à une banque, à des Non. sources de financement? Alors là, récemment, avec la crise du Covid, Oui. vu qu'ils ont débloqué des prêts un peu plus accessibles aux entreprises, pour sécuriser la boîte et pouvoir sécuriser aussi les emplois que j'ai créés, D'accord. j'ai emprunté un petit peu d'argent, effectivement, D'accord. à la BPI. D'accord. À part ça, t'as pas fait forcément de prêt, ni de demande, ni d'aide. Enfin, t'as tout conçu toi-même et Ouais. t'as toujours fait en sorte de financer par toi-même, ou c'est parce que tu te sentais capable, ou tu n'as pas du tout le réflexe de te faire accompagner sur... J'avais pas spécialement besoin. Ouais. C'était une fierté aussi, je pense, de faire tout un peu moi-même avec mon bout de ficelle et mon ciseau. En fait, je pense qu'il y avait aussi une question de légitimité. Je me disais que les banques allaient pas me suivre aussi, peut-être bêtement, hein, mais en fait, j'ai jamais essayé, quoi. Ouais. Et puis après, quand il a eu la question de la boutique, là, je savais qu'il fallait que j'emprunte un peu. Et en fait, tout de suite, mes parents m'ont proposé, donc j'en ai profité, je les ai remboursés sur les 3 ans qu'on suivi, et voilà, quoi. Mais du coup, j'ai pas spécialement eu besoin, et j'ai pas spécialement eu envie aussi, parce que ça fait toujours peur de s'engager sur un prêt, etc. Ouais. Quoi. Donc t'as pas fait appel à des banques pour l'administratif? Non. T'as pas fait de plan de trésorerie? Alors si, du coup, quand j'ai eu le projet d'ouvrir la boutique, en fait, c'est là que ça a quand même vraiment professionnalisé la chose. En fait, c'est vraiment... Peut-être que c'est là aussi que tu t'es rendu compte que peut-être t'allais avoir besoin de salariés pour mettre en place ton projet. Alors, j'y pensais pas trop à ce moment-là, mais je me disais que oui, peut-être un jour, j'aurais besoin, quoi. Mais quand j'ai voulu ouvrir la boutique, là, effectivement, je me suis dit, bon, je peux plus arrêter de faire ça dans mon coin, il faut que j'aille voir un comptable, il faut qu'on fasse des budgets prévisionnels, il faut que je prenne un vrai statut d'entreprise, etc. Donc, du coup, oui, j'ai fait à ce moment-là des budgets prévisionnels. Et même là, quand je me suis dit que j'allais embaucher des gens, j'ai refait aussi des budgets pour voir si tout rentrait bien, etc. Donc, je me suis fait accompagner principalement par mon cabinet comptable. Et là, depuis quelques mois, j'ai aussi une coach, une conseillère, une conseillère en entrepreneuriat. D'accord. Que je vois une fois tous les 2 mois pour un petit rendez-vous où je lui dis où est-ce que j'en suis, etc. Et elle a travaillé, je crois, pas mal avec la CCI. Et du coup, maintenant, elle est en freelance et elle accompagne des entrepreneurs. Ça, c'est bien, parce que je pense qu'à un moment, on peut pas toujours tout faire soi-même, toujours tout décider. Des fois, il faut avoir un avis extérieur, un acteur pour aider à se guider et avoir une ligne directrice. Et je pense que cet accompagnement-là, ça t'aide c'est super important. Vachement à poser des choses, à rencontrer les bonnes personnes, à vraiment faire prospérer ton business. Et aujourd'hui, comment tu t'arrives à gérer aussi bien la boutique en ligne et la boutique physique? Est-ce que tu es sur les 2 plans, ou est-ce que tu as délégué des parties Alors, en fait, de façon très concrète, la boutique en ligne, elle n'est pas gérée depuis Lyon, parce qu'en fait, quand j'ai embauché Noémie, elle habite en région d'Angers. D'accord. Angevine, et du coup, donc au début, quand elle a récupéré le site internet, elle travaillait de chez elle, donc elle a récupéré tout le stock chez elle. Ça a commencé à être vite compliqué au bout d'un moment, donc là maintenant, on a des bureaux pour le site internet où Noémie et Benjamin travaillent, et du coup, leur bureau se situe à Angers. Donc du coup, il y a 600 km de distance entre les deux pôles du projet, quoi. Donc du coup, comment ça se passe? Moi, je chine les vêtements, je sépare ce qui va aller en boutique, ce qui va aller en ligne. Ce qui va aller en ligne, je le fais livrer à Angers. Et eux, après, ils peuvent réceptionner les articles et les trier, les mettre en ligne, etc. D'accord. Et en fait, on n'a jamais les mêmes produits en physique et en ligne. Ouais, exactement. C'est 2 sélections vraiment séparées. C'est pareil. Et comment tu fais ta sélection pour l'un et l'autre? Enfin, c'est parce que tu connais ta clientèle lyonnaise et finalement, tu sais ce qui va plaire? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, j'essaie d'être à peu près équilibrée. Genre, si je trouve 20 vestes en jean, je vais essayer d'en mettre à peu près 10 en boutique, à peu près 10 en ligne, en fonction du stock qu'on a déjà. En ligne, c'est des articles qui sont présentés sur Cintre. Donc du coup, des fois, je trouve des articles où là, vraiment, il faut que la personne l'essaye. Si tu la mets juste sur un Cintre, soit ce sera moche, ça ne rendra rien. Soit la personne, quand elle va le recevoir, elle ne se sera pas rendue compte de la coupe et ça ne va pas aller. Donc tous les articles un peu compliqués qu'il faut vraiment essayer, je les mets plutôt en boutique. D'accord, c'est comme ça que tu fais. Et je fais un peu en fonction de la demande aussi. C'est vrai qu'en boutique, vu qu'on a plus de contact avec les clients, ils peuvent nous dire en ce moment je cherche ça. Donc du coup, je répartis comme ça. Et ta page Instagram, elle t'aide à promouvoir uniquement tes articles en ligne ou tes articles physiques, ou les deux? Ouais, les deux. D'accord. Donc tu n'as pas de distinction entre les deux. En fait, au niveau... Désolée, je t'ai coupé. Au niveau de ta communication classique,
Tu distingues pas de différence de canal de communication en fonction de ta boutique en ligne et ta boutique non, physique. C'est un compte Instagram qui communique sur les deux. Donc en général, quand la boutique est ouverte, je fais des petites stories en disant la boutique est ouverte, on vous attend. Et après, je montre ce qu'il y a aussi dans l'arrivage, parce que du coup en ligne, on fait des arrivages quotidiens. Donc tous les jours, il y a des nouvelles choses. Et du coup, tous les jours, je montre, quasiment tous les jours, je montre un peu les nouveautés qui viennent d'arriver en ligne. L'ensemble de ta communication, tu l'as fait uniquement sur Instagram. Tu n'as pas d'autres canaux de communication? Non, principalement sur Instagram. Ouais. La page Facebook, bon. On a commencé avec la page Facebook. À l'époque, ça marchait vachement mieux. Ça fonctionnait à l'époque. Exactement. On s'est fait connaître uniquement avec la page Facebook. Mais aujourd'hui, bon, il ne se passe pas grand-chose sur la page Facebook, à part pour les événements où c'est toujours pratique. Sinon, c'est principalement Instagram. J'aimerais bien développer un peu les newsletters et avoir un peu plus de communication... Vers le site internet, peut-être? Qui renvoie vers le site. En fait, là, aujourd'hui, je fais des newsletters quand il se passe quelque chose en particulier sur le site. Genre, par exemple, on fait une vente spéciale avec 50 pulls qui arrivent en ligne. Je vais faire une petite newsletter en disant « Coucou, il y a 50 pulls qui arrivent en ligne ». Mais j'aimerais bien faire des newsletters un peu plus personnalisés, qui racontent un peu plus le quotidien de la boîte, etc. Mais il faut trouver le temps pour ça. Ça prend énormément de temps. Donc, c'est mon projet pour cette année. Oui, déjà créer la ligne éditoriale et se dire à quel moment, avec le planning promotionnel, etc. Exactement. Donc, c'est juste une question de calendrier. La majorité du temps. Donc, tu m'as dit comment s'était passée ta première embauche, que tu n'as pas forcément eu d'aide. Et aujourd'hui, comment tu arrives à trouver ta posture de chef d'entreprise, de manager? T'es plus... En fait, comme moi, je n'ai jamais été salariée et je n'ai jamais été managée. Oui. Enfin, du coup, à part le BAFA. C'était quand même pas une expérience sur le long terme, quoi. C'était 3 semaines dans son aéré, voilà. Mais du coup, c'est vrai que j'ai aucune base. Donc, en fait, j'essaie de faire beaucoup au feeling. Moi, ce qui est très important, c'est le côté humain, que mes salariés soient heureux d'aller travailler, qu'ils se sentent... Enfin, voilà, qu'il y ait une vraie reconnaissance et qu'il y ait un vrai lien. Se pose beaucoup la question aussi de l'unité dans l'équipe, étant donné qu'il y en a 2 sur Lyon et 2 sur Angers. Donc ça, c'est une question aussi intéressante. Mais voilà, je fais ça un peu au feeling et avec des erreurs de débutante aussi. Finalement, il y a pas mal de fois où c'est mes salariés qui me disent dans ma boîte, avant, ça se passait comme ça. Et voilà. Donc c'est aussi pour ça que je me fais accompagner depuis quelques mois là-dessus, parce que effectivement... c'est pas inné de manager une équipe, mais pour l'instant, bon, ça va plutôt. Ça va plutôt bien. Tu te focalises surtout sur le bien-être de tes salariés. Est-ce que tu fais aussi des événements, peut-être pour qu'ils puissent se voir régulièrement? On essaie de le faire au moins. Là, sur la première année, on l'a fait 2 ou 3 fois. Ouais, qui est assez particulière déjà. De se retrouver un peu à Lyon, tous ensemble, c'est important. Lyon, c'est pas mal. Angers, c'est pas mal aussi. Oui, c'est vrai. J'ai habité à Angers pendant 2 ans. Non, pendant 1 an, pardon. Je dis des bêtises. C'était très bien. J'ai beaucoup fait la fête. Maman, j'espère que tu n'écoutes pas. Voilà, j'étudiais. Voilà. Donc maintenant, vous avez la possibilité de me poser des questions quand je dis qui vient. Et comme Caroline fait partie de nos contributrices, donc du coup, elle a la primeur de pouvoir me poser des petites questions. Alors, ce qu'elle me demande, Caroline, c'est est-ce que tu aimerais refaire des collections prêt-à-porter upcycling? Ah oui, alors du coup justement c'est une partie du projet auquel je pensais tout à l'heure parce que j'en ai pas parlé. Oui. En fait, au milieu du coup de ces 9 années, il y a eu un moment où je me suis dit ce serait hyper chouette de rajouter une partie création au projet et que ce soit pas que de la friperie. Et du coup ça a duré 3 ans. D'accord. Pendant 3 ans du coup, je me suis associée avec une amie à moi qui était couturière sur Lyon. C'était avant d'ouvrir la boutique et après quand j'ai pris la boutique, enfin autour de l'ouverture de la boutique, quoi. Et du coup, on faisait des vêtements dans des tissus d'occasion. On récupérait des rideaux, des choses comme ça, et on faisait, ou des fins de rouleau, et on faisait des vêtements dedans. Mais en fait, c'était très compliqué de gérer les deux en même temps, le côté friperie et le côté vêtements neufs, entre guillemets, en fait. Et c'est elle, du coup, elle était couturière et modéliste. Donc, on imaginait les vêtements ensemble. Elle faisait les patrons et ensuite, elle les confectionnait. Donc, c'était super chouette, c'était vraiment cool. Hein. Mais c'est vrai que... qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir une marque... Enfin, c'est pas du tout comme acheter des vêtements d'occasion et les revendre. Il y a tellement d'étapes et ça prend tellement de temps de confectionner un vêtement de A à Z
que voilà, c'était compliqué de tenir les deux de front. Et donc, on a fini par arrêter ce projet. Et non, du coup, c'était pas un projet de reprendre ça. Je préfère me concentrer sur le côté friperie. Peut-être que ça viendra après. Et puis, oui, peut-être. Ouais, on sait jamais. Mais ça a quand même duré 3 ans, quand même. À partir du moment où j'ai commencé à y penser, on a commencé à y travailler. Et jusqu'à la dernière collection, 3 ans en tout. Ouais. 3 ans, c'est quand même bien 3 ans avec plusieurs collections de vêtements faits et réalisés par une modéliste styliste. Ouais. C'est pas négligeable, quoi. Surtout quand on sait tout le travail que ça demande. Oui, c'est clair. Pour gérer des collections. Ce qu'elle demande aussi, c'est est-ce que ton activité a un impact sur ta vie personnelle et ta vision des choses ? Enfin, je pense que oui. Oui, bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, c'était un projet. Quand tu parles de projet, c'est le côté éthique. Effectivement, au niveau de ma vie personnelle, forcément, c'est rythmé par mon entreprise, au niveau du rythme de vie, au niveau de mon moral ou ce genre de choses. C'est très, très lié. Après, depuis que j'ai embauché des gens, je peux quand même un peu plus différencier le travail et la vie personnelle et me projeter aussi dans des projets de vie personnels parce qu'avant ma vie c'était look vintage, quoi. Je me projetais pas dans d'autres choses que développer cette boîte, quoi. Donc maintenant c'est un peu différent. Est-ce que ça a impacté ta vie, ta vision des choses, vision des choses énormément au niveau de la façon de consommer. En fait, c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, il y avait pas autant que maintenant le côté écologique, il y avait le côté écologique, recyclage, etc. On était moins sensible. Mais voilà, en fait, c'est vrai que ça d'avoir cette boîte, ça m'a permis de vraiment changer ma façon de consommer, ma façon de voir les choses au niveau écologie, mode, de me renseigner beaucoup sur sur ce milieu-là et oui, d'affirmer ma vision des choses, ça c'est sûr, surtout à ce niveau-là. Le fait d'avoir ta boîte dans cette dynamique-là, ça t'a permis d'avoir une vision différente de consommer différemment, d'affirmer un peu mes choix aussi, quoi. C'était vraiment bien déjà à l'époque parce que généralement les gens qui achetaient en fripe c'était déjà un peu lookés. Oui, c'était plus pour le style que pour le côté j'ai pas envie d'aller en fast fashion. C'était vraiment plus pour être original ou pour payer peu cher ses vêtements. Mais il n'y avait pas encore ce côté éthique, s'habiller éthique. Alors que maintenant, ça rentre énormément en compte, je pense, beaucoup plus qu'il y a 9 ans. Oui, c'était beaucoup plus facile. Hein. Et c'est vraiment en fonction de sa façon de consommer. Donc, c'est déjà bien. Tu étais déjà visionnaire à l'époque. On peut dire ça, oui. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? On a parlé aussi du Covid, de comment tu as réagi aux choses. On a parlé de ta vision des choses. Ton entreprise, d'ici quelques années, tu penses qu'elle va s'articuler comment ? Je sais pas. Je sais pas. J'espère qu'elle va se développer dans le bon sens et que... Je pense en fait que dans quelques années, s'habiller en fripe, ce sera beaucoup plus une norme que maintenant, j'espère en tout cas. Mais je pense qu'on va aller dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer les choses et changer leur façon de s'habiller. Peut-être une deuxième boutique ? Ouais, ça c'est quelque chose qui me plairait bien. Paris 11e. À Paris, je sais pas, mais... À Paris 11e. Ah oui, c'est très précis. À Paris, je sais pas parce que j'ai pas beaucoup de plaisir quand même à venir dans cette ville. Enfin, une fois de temps en temps, oui, mais si j'avais une boutique, il faudrait que j'y vienne régulièrement. Oui. Et ou peut-être dans des villes où... mais oui, ça c'est peut-être Bordeaux, Toulouse. C'est quelque chose... Bon, je pense que c'est pas le bon moment, surtout avec le Covid, mais j'y pense quand même depuis un petit moment et ça me plairait beaucoup de refaire cette aventure. Angers, Nantes. Angers, j'y avais pensé à Angers. Du coup, vu que Noémie est pas loin, j'y avais pensé, je m'étais dit que ce serait chouette. Mais je crois que pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Là, j'ai vraiment envie de développer le site internet, développer un peu les petits événements, si on peut. En fait, j'aimerais bien qu'on commence par faire des événements dans d'autres villes. Des pop-up stores, voilà, peut-être. Des petits pop-up. D'ailleurs, on voulait en faire un à Paris. Là, au mois d'octobre maintenant. Et en fait, avec le Covid, on s'est dit que c'était trop risqué. Mais j'aimerais bien faire des petits pop-up dans plusieurs villes. Et puis oui, peut-être un jour me dire, dans cette ville-là, c'est vraiment cool, on fait une vraie boutique, quoi. Ouais. Ok, donc t'attends le petit déclic. Ouais, j'attends que ce soit le bon moment. Ouais. Je
pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci, Johanna. Merci à toi. Merci d'être venue de Lyon. Voilà. Avec grand plaisir. Pour passer dans l'émission. Donc, merci d'avoir participé. Merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Et si vous voulez avoir toutes les actualités sur Johanna et sur Look Vintage, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur son site internet lookvintage.com. Ouais. Voilà, je me suis pas trompée. Merci beaucoup, Johanna. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.